Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 décembre et pour commencer le journal du jour, nous allons évidemment parler de l'Olympique de Marseille qui a connu un match où on est content pour l'aspect comptable, mais où dans le contenu, il y a quand même des choses à redire. C'est assez délicat, on va sortir cette fameuse phrase cliché, l'important c'est les 3 points. On parlera également du match entre le FC Barcelone et Francfort et de celui de l'AS Monaco contre Galatasaray. J'aurais bien jeté un œil du côté de l'Inter qui affrontait Liverpool, mais que voulez-vous, faut faire des choix et j'ai pas pu tout rattraper, ça se fera sûrement un petit peu plus tard. Et on parlera du coup d'autres actualités que des matchs que j'ai pas pu voir. On parlera de la fameuse polémique autour du Pride Match pour la Coupe du Monde 2026 et ça va faire partie des sujets où on risque de prendre des coups, et on parlera du sujet de la pause fraîcheur durant la Coupe du Monde 2026 et là j'ai envie de vous glisser le même, les affaires sont les affaires. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Bon je crois que cette fois à Marseille on va pas râler contre la VAR, contre les hors-jeux au millimètre, contre l'évolution de l'arbitrage, parce que finalement c'est ce qui nous a sauvé l'Olympique de Marseille. C'est une victoire 2-3 face à l'Union Saint-Gilloise. J'ai envie de dire que l'important c'est les 3 points, parce que dans ce match il y a eu des choses positives, mais il y a également eu pas mal de facteurs de doute. Voici les compositions qui étaient alignées et l'homme du match c'est incontestablement Greenwood, double buteur, dangereux dans ses déplacements, un vrai instinct de finisseur dans les derniers mètres. Bref, ça a été un match de grande classe, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, on pourra toujours polémiquer sur son activité défensive, mais honnêtement, quand il fait des matchs offensifs comme ça, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire à part bravo. Et en dehors de ça, qu'est-ce qu'il faut saluer du côté de Marseille? J'ai plutôt bien aimé Højbjerg, j'ai envie de saluer l'activité de Petchao qui parfois me laisse un peu dubitatif, mais à qui on peut pas enlever sa bonne volonté, mais sinon, ça a été assez compliqué, déjà avec un Roberto De Zerbi qui a essayé un système, qui a rapidement fait machine arrière, avec un manque de constance au cours de la rencontre, à la fois de la part de certains joueurs. Ton entraîneur a pointé du doigt la condition physique de certains, dans le sens où ils étaient fatigués, où ça s'est peut-être un peu senti, mais aussi un manque de constance tout simplement technique. Le match de Rouli en est un symbole assez parlant. T'as eu une fébrilité quand tu menais 3-1, et en fait ce match me fait dire que l'Olympique de Marseille est un paradoxe. C'est une équipe avec énormément de joueurs expérimentés, avec des mecs qui ont un âge relativement avancé, ou même pour certains jeunes, ont connu pas mal de grandes rencontres. Donc t'as l'impression que c'est une équipe qui va être ultra solide mentalement, ultra constante, et en fait c'est tout l'inverse. Donc Marseille, certes c'est une victoire, certes c'est vachement cool pour l'avenir en Ligue des Champions, mais je me dis aussi que c'est un diamant à l'état très 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 brut, et il serait temps pour ton entraîneur de réussir à polir un petit peu tout ça, parce que sinon moi je vais finir frustré. Félicitations aux Marseillais, mais je croise les doigts pour qu'on voit un peu plus de constance au cours des prochains matchs. Cette saison, Jules Koundé est pas mal critiqué du côté du FC Barcelone, mais je crois qu'il a trouvé la meilleure réponse possible, un doublé face à Francfort. Le Français est d'ailleurs le seul buteur du club barcelonais. Voici les compositions qui étaient alignées. 2 buts coup sur coup alors que tu étais mené, c'est magnifique pour Koundé. En attaque, Yamal a apporté du danger, il n'a pas réussi à conclure, mais il fait une passe décisive, et sinon, ses coéquipiers étaient pas impériaux. Lewandowski, il traverse le match comme un fantôme, il est remplacé par Ferran Torres qui gâche beaucoup. Rafinha, il sort pas la prestation la plus propre de l'année, et finalement c'est l'entrée de Marcus Rashford qui redynamise un petit peu tout ça, et on peut dire que l'anglais lui a été plutôt convaincant. En fait durant cette rencontre le FC Barcelone a souffert, il n'y a pas d'autre mot, ils ont manqué cruellement de réalisme et il a fallu attendre assez longtemps pour que ça se décide finalement, même si les statistiques, vous l'avez vu, montrent une belle domination. Je pense qu'on peut toujours saluer Pedri, le milieu de terrain, qui impose de la maîtrise au cours des rencontres, mais je ressors de ce match avec clairement l'impression que c'est pas une victoire qui restera dans les annales, c'est pas un match qui marquera l'histoire du Barça, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est peut-être le genre de rencontres qui font que quand tu fais le bilan à la fin de ta phase de ligue, t'es content d'avoir pris les 3 points et t'as évité un accident. Félicitations à Jules Koundé, en tout cas lui, son match a été marquant. Galatasaray, c'est un peu la maison de retraite avec des noms qui claquent, t'as l'impression que tu vas affronter une armée de stars et au final, ça se fait battre par un AS Monaco qui était pourtant pas dans une très grande forme. Voici les compositions qui étaient alignées et le seul buteur c'est donc Balogun, mais en face t'as du Gundogan, t'as du Sané, t'as du Osimhen, mon dieu que ça vend du rêve, et d'ailleurs au cours de la première mi-temps, je me suis dit que Galatasaray allait faire souffrir nos monégasques et j'aurais plutôt mis ma petite pièce sur le club turc, sauf que ça a duré qu'une mi-temps et toutes ces stars
offensives du côté de Galatasaray, elles ont été relativement décevantes et c'est sur un coup de pied arrêté, un petit cafouillage que Balogun a su être attentif et être récompensé pour un match où tout n'a pas été parfait, mais où finalement ce petit but il vaut de l'or et on va retenir ça. C'est une rencontre où Monaco a énormément eu d'occasions, de buts attendus, vous le voyez, 3,68 contre 1,29 pour Galatasaray qui n'était pas en reste non plus, mais t'as beaucoup gâché et t'as même eu un penalty raté de la part de Zacharias qui évidemment va te compter assez lourd dans les buts attendus pour les Monégasques. Donc c'est une rencontre où finalement Monaco a été un peu plus solide qu'à l'habitude, un peu plus cohérent qu'à l'habitude et c'est peut-être ce qui te manque cruellement au cours des dernières rencontres. Mais alors est-ce qu'il faut y voir un succès qui me fait dire que la forme de Monaco est à saluer? J'irai peut-être pas jusque là. Un match de soutien au LGBTQ+, lors de Iran-Égypte, c'est un peu comme si on organisait une émission contre l'islamophobie sur CNews, c'est quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Alors comment on en est arrivé là pour cette Coupe du Monde 2026? Alors en fait, le match de soutien qu'on désigne comme un Pride match a été prévu bien avant qu'on ait les tirages, ce qui fait que manque de bol, c'est tombé sur deux pays qui sont pas vraiment dans la logique du Pride match, c'est le moins qu'on puisse dire puisque l'homosexualité est pénalisée là-bas et vous savez on dit à Rome fait comme les Romains, ça marchait apparemment quand on était au Qatar, il n'y avait pas le droit d'avoir les petits brassards de soutien, mais alors quand on demande à des pays comme l'Iran ou l'Égypte de porter cette cause, eh ben eux à Rome ils font pas comme chez les Romains et le gouvernement iranien a même menacé de boycotter le match. Alors je trouve ça scandaleux mais en même temps ma comparaison avec le débat sur l'islamophobie sur CNews au début de la vidéo a dit bien ce que ça veut dire, c'est que je trouve ça assez ridicule de mettre un Pride match avec deux nations qui sont de toute façon fondamentalement opposées à ça, quand bien même elles l'accepteraient, quand bien même il n'y aurait pas de boycott, qu'est-ce que ça vaudrait symboliquement en sachant que les mecs le feraient alors que ça leur arrache la gueule? Ça n'aurait absolument aucun sens. De toute façon, la FIFA, on sait comment ça fonctionne, ils sont là pour porter les causes contre les discriminations quand ça les engage pas trop, quand ça coûte pas trop en termes d'image, de politique, de business, donc je doute pas qu'on va diminuer un petit peu l'enjeu du match, diminuer un petit peu les messages symboliques ou peut-être le déplacer face à une autre affiche en fait simplement avec deux pays qui sont un petit peu différents en termes de traitement des droits sur ces sujets, mais en tout cas là c'est juste ridicule et c'est dommage parce que personnellement j'ai envie de saluer l'initiative mais lors de cette affiche ça fait pas sens. Il y aura des pubs durant les pauses fraîcheurs de la Coupe du Monde 2026, donc oui, quand Kylian Mbappé va s'arrêter 3 minutes pour boire une gorgée d'eau, on va vous inciter à déguster un délicieux Coca-Cola sans sucre avec un goût incroyablement rafraîchissant. Que voulez-vous, le foot coûte de plus en plus cher, soit quand il est payant par le prix des abonnements, soit quand il est gratuit par le nombre de pubs qu'on va vous infliger. Alors c'est la FIFA qui a communiqué officiellement sur le fait que tous les matchs auront une pause fraîcheur, et c'est ultra cool pour les annonceurs parce que t'as le packaging que tu peux d'ores et déjà connaître, ce sera toutes les rencontres, donc t'as la certitude que tu pourras afficher des pubs, ça durera 3 minutes, donc t'as la certitude du créneau de diffusion que tu peux vendre. Alors on avait déjà vu ça à l'occasion de Roland Garros par exemple, et c'est M6 qui doit se frotter les mains parce qu'en France, ils vont pouvoir diffuser des publicités durant ces pauses fraîcheurs. Que vous dire, à part le fait qu'on va de toute façon être inondé de pubs à l'occasion de cette Coupe du Monde 2026, on le savait déjà mais ça en est un nouveau signe, reste que les coupures durant les pauses fraîcheurs, je trouve ça un petit peu abusé, c'est le sens de l'histoire, la guerre est déjà perdue sur ces sujets, donc on va juste se contenter de dire « Ah, on va manger beaucoup de pubs ». Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, je ne sais pas encore le sujet que je vais traiter, parce que c'est possible que je rattrape un ou deux matchs, on verra selon le temps que j'ai à consacrer, et selon ce que je vois en cours de rattrapage, ça me donnera peut-être envie de parler d'un de ces matchs, ou peut-être pas, j'attaquerai peut-être un sujet que j'ai sur la liste, donc je vous donne tout simplement rendez-vous cet après-midi aux alentours de 17h, kiffez bien votre journée, salut.